Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette séance d'un nouveau format. Mais ça, je laisserai Françoise Champeau vous le présenter. Je vous dis juste quelques mots pour vous accueillir, vous remercier d'être là et vous annoncer les séances à venir. Alors, la prochaine séance, ce sera le 16 mars. Ce sera à l'Amphi Larocque, au ministère de la Santé et des Solidarités. Ce sera sur le dialogue social dans les TPE. Alors, je ne vais pas vous détailler à chaque fois les intervenants. Vous avez tout sur le site de la FDT, sur le LinkedIn et le Twitter de la FDT. Donc 16 mars, dialogue social dans les TPE. Ensuite, le 20 avril, nous serons à la Grande Chambre de la Cour de cassation pour la traditionnelle séance avec AFDT Cour de cassation qui sera présidée par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Donc ce sera selon le format traditionnel avec les membres de la Cour de cassation et 2 discutants universitaires. Le 16 avril, nous serons à la salle d'Assemblée générale du Conseil d'État pour la désormais traditionnelle, puisqu'on a commencé l'année dernière et je crois que tout le monde était assez enthousiaste, donc on va en faire une séance régulière. Donc nous serons au Conseil d'État pour la séance AFDT Conseil d'État. Donc ça sera le même format, ça sera une séance avec les membres du Conseil d'État et 2 discutants universitaires. Donc ça, ce sera le mois de mai. En juin, nous serons à Avignon pour une séance pilotée en particulier par Martine Lefriand qui nous accueille à Avignon sur non-discrimination et inclusion. Donc on va se focaliser sur la question de l'inclusion dans les rapports de travail. Voilà. Et on a déjà commencé à réfléchir sur le programme de l'automne, mais bon, là c'est un peu tôt pour vous en parler. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Françoise Champeau qui a eu l'idée de cette séance et je la remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est une très belle idée. Voilà, à toi Françoise. Au revoir. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous. Alors comme notre président vous l'a dit, c'est à une séance inédite que nous vous convions en cette fin d'après-midi. Le bureau de l'AFDT a décidé de donner la parole à des acteurs du social, 2 avocats qui m'entourent, une universitaire, un inspecteur du travail. Et vous savez que le croisement des savoirs, c'est l'ADN de l'AFDT. Nous avons fait le choix original, et je pense qu'on ne va pas le regretter, de donner la parole à des jeunes, même si, on n'aime pas le terme jeune, mais on n'a pas trouvé d'autres termes. Néanmoins, ce ne sont pas des débutants, ils ont de l'expérience, mais pas trop non plus. Nous leur avons donné carte blanche. Nous leur avons dit choisissez un sujet qui vous tient à cœur, qui pose problème, qui vous pose problème, que vous aimeriez voir évoluer, sur lequel vous aimeriez débattre, et vous avez 10 minutes pour nous le présenter. C'est ce que vous avez accepté de faire et d'ores et déjà, je vous remercie infiniment de votre participation. Et enfin, on n'a pas voulu laisser nos 4 jeunes tout seuls. Ils vont donc être accompagnés, bien accompagnés, de 2 discutants. Donc Yves Triou, qu'on ne présente plus, ancien directeur général du travail et aujourd'hui conseiller d'État. Et enfin, à l'extrême droite, Gilles Ozereau, professeur à l'université de Bordeaux. Vous avez accepté vous aussi de jouer le jeu et je vous en remercie. Alors, on va commencer par la team de Gilles Ozereau, qui est la team des filles. On va entendre Anne-Laure Rastoul. Vous êtes avocate au cabinet Bird & Bird, donc cabinet plutôt employeur. Et nous entendrons Hélène Cava, qui est maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg. Et je crois d'ailleurs que vous avez eu le prix de thèse à FDT. Je pense qu'il fallait le mentionner. Et il y aura ensuite, dans un second temps, la team des garçons, qui sera menée par Yves Triou. Vous prendrez le relais avec David Van den Vlist. Vous êtes avocat associé au cabinet Atelier des droits, qu'on connaît aussi sous le nom de cabinet Rachel Saada. Et Thomas Audus, vous êtes inspecteur du travail en Seine-Saint-Denis.
Alors, mesdames, vous avez choisi les deux sujets suivants. Anne-Laure Astou, c'est vous qui avez le grand privilège de débuter la séance. Et vous avez choisi de nous parler d'un sujet assez technique, les difficultés pratiques qui sont liées à l'application du transfert partiel d'entreprise. Donc vous avez 10 minutes et vous serez ensuite, Gilles Auzereau réagira, il y aura un débat avec la salle éventuellement, et nous enchaînerons avec Hélène Cava qui nous parlera d'une lecture articulée qu'elle appelle de ses voeux, une lecture articulée des projets de réorganisation. Donc vaste sujet également. Donc Anne-Laure, je vous laisse la parole et vous avez à peu près 10 minutes. Merci beaucoup. Merci Françoise et merci à la FDT pour son invitation. Alors pourquoi avoir choisi le thème du transfert partiel d'activité ? C'est parti du constat que lorsqu'on est un cessionnaire qui rachète, qui reprend une activité et un cédant qui cède une branche d'activité, on ne bénéficie pas aujourd'hui de garanties juridiques suffisantes dans le cadre d'une telle transaction. En effet, il y a une nécessité de faire des arbitrages juridiques et de provisionner, le cas échéant, ces risques juridiques. Alors, une fois passé la première étape, qui est la caractérisation du transfert d'entreprise, à savoir est-ce que l'opération relève ou non de l'article L1224.1 et suivant. La deuxième étape, vous le savez, c'est le maintien du contrat de travail. Une fois qu'on a caractérisé cela, le contrat de travail est transféré de plein droit au cessionnaire. La troisième étape, ça va être le régime juridique appliqué au contrat de travail. On voit bien en déroulant ces trois étapes que chacune de ces étapes, en tout cas en matière de transfert partiel d'entreprise, va être perturbée. Et c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. Et la question centrale de savoir, dans le cadre d'une opération de transfert partiel d'entreprise, quels salariés devront être transférés ? Devront-ils être transférés en totalité ou partiellement au prorata des fonctions exercées ? La question la plus fréquente et la moins facile est bien sûr pour la population généralement qu'on appelle fonction support, qui exerce ces activités pour partie pour l'activité qui va être reprise, mais aussi pour l'activité qui ne va pas être reprise. Donc c'est bien sûr les fonctions RH, marketing, finance ou IT. Et pour certains d'entre vous, si vous avez déjà fait l'exercice de déterminer le pourcentage du temps consacré par chaque salarié à telle ou telle activité, vous vous serez rendu compte que ça n'est pas aisé et que ça nécessite, le cas échéant, une très bonne connaissance pratique en fait, des tâches exercées par le salarié qui sont généralement fluctuantes. Alors, avant de revenir en détail sur les difficultés pratiques liées au transfert partiel d'activité, il est important de faire un détour par l'évolution de la jurisprudence et pour arriver au revirement que vous connaissez sans doute tous, qui est le fameux arrêt DPR Méditerranée du 30 septembre 2020. Avant cela, il faut faire un petit retour en arrière. Il me semble que Françoise, vous avez envoyé un certain nombre de décisions. La FDT, pardon, excusez-moi. Voilà, que vous avez, donc vous avez normalement toutes les décisions majeures dont je vais parler. Jusqu'en 2010, la jurisprudence imposait une division du contrat de travail en deux contrats. Le salarié se retrouvait donc avec un travail à temps partiel avec deux employeurs. On parle donc on le comprend assez facilement, de scission du contrat de travail. C'était largement critiqué par les praticiens et la Cour de cassation a opéré un tournant dans sa jurisprudence par un arrêt du 30 mars 2010 et a mis fin à cette division du contrat de travail pour revenir arriver aux critères de l'activité de l'affectation essentielle. Donc assez logiquement et intuitivement, quand le contrat de travail s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par le cessionnaire, l'ensemble du contrat de travail est repris par la société cessionnaire. Et inversement, si l'activité du salarié est principalement liée au secteur de l'activité non transférée, alors le contrat de travail ne transfère pas. On avait des solutions qui étaient relativement pragmatiques et qui fermaient la porte à la divisibilité.
À cela est arrivé plutôt l'arrêt de la CJUE également, dont vous avez sans doute entendu parler, du 26 mars 2020, plus connu sous le nom de ISS Facility Services, qui s'est prononcé en faveur de la division du contrat de travail. Mais il est important d'ores et déjà de mentionner le fait que ce n'était pas proprement un transfert partiel d'entreprise en l'espèce, puisqu'il s'agissait d'une perte de marché et en fait l'activité avait été cédée intégralement, mais à 2 cessionnaires. En fait, si on revient au fait d'espèce, on avait une société de nettoyage belge qui avait perdu un marché qui était divisé en 3 lots. Et 2 lots avaient été affectés à une société cessionnaire A et le 3e lot à une société cessionnaire B. Et en l'occurrence, la salariée donc, fait un recours contre son transfert. À cette occasion, son employeur, puisque le contrat avait été transféré dans la société cessionnaire A, donc celui qui avait 2 lots, soutenait finalement qu'elle avait été transférée aux 2 entités cessionnaires. Et c'est dans ce contexte que le juge belge pose une question préjudicielle à la CJUE, question avec 3 volets, qui est en cas de transfert d'une entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, le contrat de travail du salarié doit-il être transféré à chacun des cessionnaires pour partie, ou bien en totalité au seul cessionnaire ayant récupéré l'activité principale, ou encore à aucun des cessionnaires. Alors, le raisonnement de la CJUE est le suivant. Si on avait transféré uniquement aux cessionnaires de l'activité principale, ce qui avait été le cas en l'espèce, cela préserve les intérêts du salarié, mais cela porte atteinte aux intérêts du cessionnaire qui, on comprend, se retrouve donc avec un salarié à temps plein. Donc c'est pour ça que la CJUE, en simplifiant bien sûr, opte pour le transfert à chacun des cessionnaires. Et c'est en fait donc cette décision où on voit bien qu'on a un transfert à chacun des cessionnaires qui va engendrer le revirement de jurisprudence dont je vous parlais du 30 septembre 2020. Là encore, donc c'est intéressant, et d'ailleurs si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'avis de l'avocat général à la Cour de cassation, puisque c'est contre cet avis que la Cour de cassation est revenue au principe de divisibilité du contrat de travail assorti des 3 exceptions dégagées par la CJUE. Là encore une fois, les faits étaient assez particuliers et c'est intéressant de revenir aux faits. Il s'agissait là, pour le coup, d'un transfert partiel d'activité. On avait une secrétaire qui travaillait dans une société d'avocats, interbarreau, qui avait un cabinet principal et un cabinet secondaire. La société décide de céder le cabinet secondaire et notifie à la salariée, donc la secrétaire, que son contrat de travail va désormais être scindé en 2, et c'est-à-dire qu'elle va avoir un contrat de travail à temps partiel avec le cabinet secondaire. La salariée, assez mécontente, prend acte de la rupture et saisit le Conseil de prud'homme. Dans un premier temps, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence juge que le contrat de travail devait se poursuivre en totalité avec la société cédante, car la salariée consacrait que 50% de son temps de travail au cabinet secondaire et donc pas l'essentiel de ses fonctions. La Chambre sociale de la Cour de cassation va censurer l'arrêt d'appel et donc, à la lumière de l'arrêt de la CJUE, va venir énoncer le principe suivant qu'on va détailler après pour voir les implications pratiques, qui est que lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail au prorata des fonctions exercées est impossible, entraîne une dégradation des conditions de travail ou porte atteinte au maintien des droits garantis par la directive. On voit bien avec cet arrêt que le principe devient la divisibilité du contrat de travail, sauf exception. Donc, en pratique, qu'est-ce que cela signifie si on applique cette décision, et c'est d'où les difficultés pratiques engendrées par cette décision. Si, dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, un RH ou un responsable finance travaille à 30% pour l'activité A qui ne va pas être cédée et à 70% pour l'activité B qui va être cédée, en application de la jurisprudence, il aura désormais 2 contrats de travail à temps partiel, sauf
si la scission du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par le salarié est impossible. Donc si on essaye d'imaginer quel cas d'impossibilité on pourrait avoir, ça pourrait être l'impossibilité, par exemple, d'exécuter une clause d'exclusivité ou de confidentialité, ou des prestations de travail qui pourraient être effectuées par deux employeurs concurrents. S'agissant de la deuxième exception sur la détérioration des conditions de travail, pour être honnête, on a un peu l'impression que ça va être tout le temps le cas, mais si on essaye de réfléchir, on peut se dire que par exemple une mutation hors secteur géographique ou une diminution de la rémunération pourrait être tout à fait de nature à rentrer dans le cadre de ces exceptions. Donc on voit bien que c'est très difficile d'appréhender ces exceptions puisque dans son arrêt, la Cour de cassation ne tire pas les conséquences de ces exceptions. Donc en pratique, la première... Pardon ? Oui. Oui. Non, pas de problème. Donc la première difficulté, c'est que du coup, la solution impose à chaque employeur de proposer un contrat de travail à temps partiel. Et donc on voit que c'est quasi impossible en pratique que les employeurs se mettent d'accord. Et la deuxième difficulté, et c'est tout le paradoxe de la décision, c'est que il y a un caractère public d'ordre public de l'article L1224.1 qui fait que le salarié ne peut pas s'opposer au transfert en tant que tel, mais le fait de devoir signer de nouveaux contrats de travail est une modification qu'il peut refuser. Et donc se pose la question des conséquences du refus et de quelle option il est laissé à l'employeur qui va soit devoir négocier avec le salarié peut-être des compensations à la scission ou envisager une rupture de son contrat de travail par le biais d'un licenciement pour motif économique. Je termine juste avec les pistes intéressantes qu'on peut lire en doctrine et qui sont proposées pour essayer de sécuriser davantage les transferts partiels d'entreprise. La première, ce serait d'admettre que par accord, les parties puissent statuer sur le sort des salariés partiellement affectés à l'activité cédée. La deuxième, un peu plus extrême, qui est d'inscrire dans la loi le principe du transfert de la totalité du contrat de travail quand le salarié exerce l'essentiel de ses fonctions pour l'activité reprise. C'est une proposition qui est notamment portée par Avocial et qui est complétée également par le fait de fixer la durée de prescription en matière de contestation du transfert L1224.1 à un délai très court d'1 mois. Voilà. Merci beaucoup. Gilles Auzereau. Oui, pardon. J'étais avec le vieux à côté de moi. Les vieux sont dissipés, excusez-moi. Oui, alors, très rapidement, parce que ça serait bien que le public réagisse. Alors, effectivement, l'arrêt de la Chambre sociale du 30 septembre 2020 pose difficulté. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour trouver que la solution est adéquate. Maintenant, on ne va pas jeter la pierre à la Cour de cassation. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle se range à ce qu'avait dit la CJUE. Alors, il y avait peut-être une toute petite fenêtre de tir au regard de la différence des faits, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien souligné, dans l'arrêt de la CJUE, en fait, il n'y a pas de cédance, une perte de marché, etc. Mais bon, vous pouvez ne pas y croire. Donc, voilà. L'arrêt est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et toute la difficulté. Et là, alors, effectivement, formellement, on peut avoir l'impression que c'est une scission de principe, désormais, lorsqu'il y a transfert. Mais lorsqu'on regarde bien l'arrêt, on se demande si, en vérité, en allant un peu plus avant, ce n'est pas une scission exceptionnelle qui devrait advenir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a déjà les 3 exceptions dans lesquelles on peut mettre à peu près tout ce que l'on veut. Donc il faudra que ce soit précisé. Mais il y a aussi autre chose. On remarquera, lorsqu'on lit attentivement l'arrêt de la Chambre sociale, elle prend soin de citer l'arrêt Botzen. Et dans l'arrêt Botzen, il y a quand même cette idée qu'il faut d'abord caractériser le fait que les salariés sont affectés à l'entité qui est transférée. Et ça, moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors, ça a été dit par d'autres avant moi, notamment parce qu'évidemment, ça pose des difficultés pour ce qu'on appelle des fonctions de support, juristes, comptables, etc., etc. Est-ce que là, on peut vraiment considérer qu'un juriste qui va travailler un petit peu là, enfin, est-ce qu'il est véritablement affecté ? Donc, on a déjà une petite hésitation ici, donc à écarter peut-être la scission. Et ensuite, on a toutes ces exceptions, ces 3 exceptions. Moi, les conditions de travail, à mon avis, c'est peut-être aussi les conditions personnelles qui peuvent être problématiques dans ce genre de situation. Donc moi je pense que la scission elle tend à devenir exceptionnelle. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'arrêts après celui-là, il n'y a même aucun au niveau de la Cour de cassation. Je ne sais pas s'il y en a devant les juridictions du fond si ça posait difficulté. Alors après les solutions que vous préconisez, enfin, réduire le délai de prescription, le droit d'accès au juge, on pourrait réduire à 48 heures. Bon, ça commence à bien faire de réduire les délais de prescription. Le droit au juge a quand même une certaine importance. Donc moi je crois pas tout. Alors, je ne parle même pas du législateur.
m'étonnerait fort qu'il intervienne. Donc, je pense qu'il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec et donc se débrouiller avec ce qu'on a dans l'arrêt. Encore une fois, voilà, moi, il me semble que la scission tend à devenir exceptionnelle. Alors après, la difficulté, s'il n'y a pas scission, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça non plus, ce n'est pas du tout réglé. On transfère complètement, on garde pas. Quand on voit la CGE qui nous dit « Ah ben non, s'il ne peut pas y avoir scission, c'est le cessionnaire qui trinque enfin, », c'est délirant. Vu qu'il n'y a pas scission, il n'y a pas de transfert, c'est le cédant qui reste employeur. Le cessionnaire n'est pas employeur. Donc je ne vois pas pourquoi c'est lui qui, entre guillemets, devrait passer à la caisse. Voilà donc ces premières réflexions. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Moi, universitaire, ça m'intéresse. C'est en pratique, comment vous faites comment parce que, soyez en passant, les conventions, attention, on est sur un texte d'ordre public. L'interprétation qu'on en donne est la même d'ordre public. Donc je ne suis pas certain qu'une convention qui écarterait la scission lorsqu'elle a lieu d'être pourrait être admise. Donc, ouais, j'imagine que vous devez suer un petit peu parce que vous êtes confronté. Est-ce le cas? Non, alors c'est très intéressant comme question. Moi, j'ai interrogé mes confrères pro-salariés, pro-employeurs pour voir comment ils appréhendaient et comment ils appliquaient au quotidien. Les réponses qui m'ont été faites, c'est en réalité, on n'a toujours pas trouvé de formule magique, on s'arrange. Et en réalité, dans notre pratique quotidienne, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on essaye de... on fait l'exercice quand même, comme vous dites, de l'affectation pour essayer vraiment de mesurer si le responsable finance, quel pourcentage, qui est très difficile à faire et assez contestable parce que ça peut dépendre aussi des périodes d'activité, mais on essaye objectivement, d'objectiver le temps de travail et ensuite en pratique, quand on va voir un CSE, on essaye de lui, que ce soit logique pour que le salarié adhère aussi au transfert ou au fait de ne pas être transféré. Ce qu'on observe en pratique, c'est quand même qu'on a assez peu de résistance des CSE et des salariés quand le projet est bien amené. Après, effectivement, on peut avoir des contestations qui vont être plus opportunistes. Et j'ai trouvé quelques décisions post-revirement de jurisprudence qui n'était pas très éclairante, puisqu'on voit que les salariés tentent des référés, tentent des choses pour s'opposer au transfert. Ils obtiennent plus ou moins gain de cause en réalité, mais c'est vrai que, moi j'ai tendance en tout cas les retours que j'ai eus, c'était de faire un peu un mix du critère de l'affectation essentielle et de voir si on ne pouvait pas rentrer aussi dans les exceptions et de le présenter comme ça au CSE ou aux salariés le cas échéant pour éviter des contentieux. Mais on n'est pas à 100% sécurisé, c'est évident. Parce que le salarié va se plaindre de quoi? Il ne va pas se plaindre que le contrat soit conservé dans son intégralité, parce que le contentieux naît lorsqu'il y a scission ou pas? Non, mais le contentieux pourrait naître, par exemple... Du salarié, j'entends. Oui, le salarié, typiquement, sur un transfert intragroupe ou pas intragroupe, qui va transférer parce qu'on va estimer qu'il est majoritairement affecté à telle activité, on va décider qu'il transfère ce salarié-là qui aurait voulu rester chez le cédant pour des considérations parce qu'il pense que peut-être son contrat de travail va être menacé dans le futur, lui pourrait être tenté de contester son transfert. Et le salarié qui s'oppose à la scission, alors pour vous, qu'est-ce qui se passe en termes de licenciement? Parce que là, le nœud, il est là. C'est-à-dire qu'en vérité, il ne peut pas s'opposer au changement d'employeur. Ça, c'est une certitude. En revanche, la scission, par hypothèse, entraîne une modification du contrat, puisqu'on passe d'un temps plein à 2 temps partiels. Encore faut-il pouvoir les mettre en place, soit dit en passant les temps partiels, avec les minimums, etc. C'est là qu'on touche immédiatement à l'impossibilité. Si licenciement il y a, est-ce que là, on n'est pas sur un licenciement qui a une cause réelle et sérieuse? Alors, moi, je pense qu'il n'est pas pour motif économique, parce que dire que c'est un licenciement... Là, ça me paraît compliqué de dire que c'est un licenciement pour motif économique, ce qui implique ensuite de le justifier. Je ne vois pas comment on peut le justifier, d'autant plus qu'en vérité, s'il y a modification, ce n'est pas une décision qui conduit à la modification. Donc, parce que là, on n'est pas sur un licenciement, pour un gros mot, sui generis ou pas. Là aussi, comment vous envisagez cette problématique-là? Après, je pense que effectivement, c'est un des risques soulevés et en pratique, puisque les décisions qu'on a et les décisions que j'ai pu consulter, et c'était le cas, par exemple, de l'arrêt DPR Méditerranée. Et d'ailleurs, il y a l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi qu'on pourra envoyer également au dossier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se prononce en faveur, qui conclut au fait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'espèce. Après, s'agissant du motif de licenciement, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un licenciement pour motif économique. Mais je suis d'accord avec vous que c'est pas évident de trouver. Je pense pas que ce soit... Mais après, je suis d'accord avec vous sur le fait que ce sera, en tout état de cause, un licenciement
fondée sur une cause réelle et sérieuse, puisque le salarié, on va lui proposer demain, là où il avait un contrat de travail à temps plein, potentiellement 2 contrats de travail à temps partiel, avec des modifications substantielles de son contrat de travail. Il faut qu'il y ait 2 licenciements, on est d'accord? Oui. Okay. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser à Anne-Laure? Bon, si on a manifeste. Oui, Hélène. Attends, par contre, il faut prendre le micro. Pardon. Juste là-dessus, ce que je trouve très intéressant par rapport à cette discussion-là, c'est que dans le cadre des transports, et désolé pour cette niche, mais de l'ouverture à la concurrence dans les transports, et notamment urbains, interurbains, suite à la loi L'Homme de 2019, on a justement un régime qui est prévu en cas de transfert avec un système par la convention collective, de relais à la convention collective qui, elle, prévoit qu'à partir de plus de 65% d'occupation du salarié dans telle activité, on est transféré intégralement. Pardon. Et ce qui est très intéressant, c'est que la loi L'Homme, elle prévoyait vis-à-vis de ce régime un licenciement sui generis, justement. Et donc un défaut, potentiellement justifié, et donc un défaut de capacité de refus du salarié qui, pour les raisons que vous avez évoquées, pourrait ne pas vouloir être transféré à tel ou tel repreneur du lot, c'est par allotissement dans les transports du lot en question. Et donc là, on a une sorte de... par anticipation, et c'est peut-être ce régime-là qui se profilerait, mais à l'inverse, sans doute que ce régime-là serait très contestable à la lumière de l'arrêt de la CJUE qui pourrait faire valoir autre chose. Sachant que ce régime s'applique de plus en plus en France depuis l'ouverture à la concurrence, donc ce serait un enjeu très important, à mon avis, pour les droits de ces salariés-là. Mais parce que là, il prévoit un transfert global, même s'il y a... même en application, même s'il y a application de L1224-1 ? Gardez le micro, Hélène, parce que ça va être... Donc on va enchaîner avec la deuxième intervention. Hélène Cava, pour une lecture articulée des projets de réorganisation. Je crois que vous allez nous parler essentiellement de 2 arrêts de cour administrative d'appel, Versailles et Paris, qui sont dans le dossier de documentation qu'on a dû vous envoyer ce week-end et que certains dans la salle connaissent particulièrement bien. Je pense à la cour administrative d'appel de Paris. Il y a l'avocat de... voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, Anne-Laure. Merci à vous et à la FDT pour l'organisation de cet échange. Alors, un petit avertissement d'emblée, les 10 minutes imparties invitent à un propos direct, voire sans nuance. Or, l'exercice en impliquait des nuances, vu qu'il s'agit d'expliquer en quoi une évolution du droit du travail serait nécessaire. Donc, je vais aller droit au but. Bien des sujets auraient pu être abordés, donc j'ai choisi d'interroger l'immunité qui est revendiquée par les dispositifs de réorganisation d'entreprise lorsqu'ils se présentent artificiellement, par fragments, en dépit d'une évidente globalité de l'opération. La différenciation des formes juridiques de rupture, leur découpage dans le temps, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et si le droit du travail organise lui-même ce séquençage, les juges ont longtemps cherché dans le même temps à déconstruire la part d'artifice et à rattacher les ruptures au droit du licenciement pour motif économique. Or, depuis des années, et c'est une évidence, le législateur multiplie les dispositifs de réorganisation négociés visant à affranchir pour de bon un certain nombre de ruptures du droit du licenciement pour motif économique. Toutefois, et pour couper court à l'objection fréquente tenant à renvoyer ces questions au champ éthéré de la politique juridique qui ne souffrirait aucun débat, le droit ne se résume pas à la loi. Le rôle des juges est primordial dans la construction de ces régimes, créés parfois par ordonnance et sans grand égard, il faut bien le dire, pour les équilibres, voire les catégories fondamentales du droit du travail. L'ingénierie singulière de cette nouvelle classe d'accords collectifs est propice aux confusions que la jurisprudence récente n'aide pas toujours à dissiper. D'autant que ces accords sont systématiquement ajoutés à une voie unilatérale préexistante, c'est les PSE conventionnels face aux PSE unilatéraux, la rupture conventionnelle collective ajoutée au plan de départ volontaire eux-mêmes autonomes, voire même les accords de performance collective ajoutés à la modification simple du contrat de travail. Et il faut ajouter à cela que tous ces dispositifs se combinent évidemment et allègrement dans la pratique. Il s'agit donc ici, dans le temps qui me reste, de plaider pour une lecture en effet articulée ou globale des projets de réorganisation. Je reviendrai pour cela sur 2 arrêts qui ont été cités par Françoise, de cours administratives d'appel qui ont été rendus récemment. Le premier, c'est la cour administrative de Versailles qui a annulé le 20 octobre 2021 la décision de validation d'un accord portant RCC qui concernait l'ensemble des salariés d'un site dont la fermeture était d'ores et déjà décidée.
Rejoignant ainsi la position du ministère du Travail, les juges ont estimé que les salariés, je cite, ne pouvaient être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre départ volontaire et le maintien dans leur emploi, puisque le site était amené à être fermé. La solution ne surprend pas, elle est dans la droite ligne de celle rendue à propos des plans de départ volontaire, dont la RCC est l'héritière, hein, c'était les arrêts Renault, Complétel, que certains dans la salle connaissent bien. C'est ainsi le critère du volontariat qui permet de distinguer RCC, véritable, et fausse réplique. Alors si ce critère permet ici d'invalider à juste titre les RCC en cas de fermeture de site, il n'est pas exempt d'incohérence, puisqu'en effet, comme pour le régime des plans de départ volontaire, rien n'est plus discutable que ce volontariat, puisque le dispositif vise précisément à inciter et que l'on sait les innombrables biais par lesquels une entreprise peut influer sur le consentement du salarié. Mais surtout, la solution n'a pas manqué de susciter l'imagination, puisqu'afin d'immuniser de tels accords, et en dépit de la décision rendue, il a été écrit en doctrine qu'on pourrait considérer, je cite, que le défaut de volontariat ne concernerait pas la validité de l'accord de RCC, mais la seule adhésion du salarié à cet accord. C'est oublier qu'il s'agit en vérité fondamentalement d'une question de régime. Ces accords collectifs, tant RCC que accords de performance collective d'ailleurs, exhortent les salariés à une forme de renonciation, mais à certaines conditions seulement. Et si elles ne sont pas remplies, ces conditions, alors évidemment, c'est l'accord collectif, et bien lui qui tombe. Ce n'est pas une question de frontière, enfin pas tant une question de frontière avec le PSE, qui serait une question quasiment de champ territorial, de champ d'application, mais bien, en vérité, plus que cela, la cohérence, c'est la cohérence véritablement de ces régimes qui est en jeu. C'est ce qui apparaît avec le second arrêt dont je voulais vous parler. C'est celui de la Cour administrative d'appel de Paris du 14 mars 2022. Il faut rappeler d'abord que pour la RCC, l'éviction du droit du licenciement pour motif économique n'est possible qu'à condition que soit exclu, je cite, tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. En l'espèce, était contestée l'homologation d'un PSE unilatéral conclu pendant un accord de RCC, mais ne prévoyant des licenciements qu'à l'issue de celle-ci. Rappelons que selon l'administration du travail, la RCC n'a pas vocation à être mise en œuvre simultanément à un PSE, je cite, et que, je cite toujours, la coexistence de départ volontaire et de licenciement contraint doit s'effectuer dans le cadre de la procédure de PSE. Alors, deux moyens étaient présentés aux juges. Les syndicats requérants reprochaient d'abord à la société ADP d'avoir été déloyale en menant en 2020 des négociations collectives conduisant à un accord de RCC et en adressant seulement un mois après, aux représentants du personnel un projet de modification des contrats de travail suivi d'un projet de PSE. La Cour l'écarte pourtant, cette déloyauté, en considérant que ces négociations n'entrent pas dans les vérifications auxquelles l'administration doit procéder. Pourtant, la pratique est évidemment déloyale et l'enjeu est d'autant plus important qu'elle semble systématique. Il n'y a qu'à rester dans le même aéroport, puisqu'il s'agissait d'ADP, ou voire dans le même avion, pour la rencontrer à nouveau, puisque le groupe Server est actuellement, c'est un groupe d'assistance aux compagnies aériennes, est actuellement lui aussi en justice, poursuivi pour avoir, en 2020, négocié un accord de méthode annonçant un accord d'activité partielle longue durée et de RCC, pour finalement abandonner la PLD et mettre en place, en parallèle de la RCC, un accord de performance collective. Désolée si c'est un peu laborieux, mais c'est la situation telle qu'elle est. Ne pas en prendre en compte ces entorses manifestes est tout particulièrement inexplicable à l'heure où le dialogue social est encensé de toutes parts, sauf à ce qu'il soit ainsi reconnu qu'il n'est que le paravent du pouvoir patronal. Second moyen, les requérants invoquaient, ou plutôt reprochaient, la simultanéité de la RCC et du plan de sauvegarde de l'emploi. Le montage était tout de même en effet particulièrement contestable, puisqu'un salarié déclinant l'opportunité de départ par la RCC pouvait tout à fait se voir proposer une modification de son contrat, qui pouvait induire jusqu'à moins 15% de salaire quand même, et être licencié dans le cadre du PSE en cas de refus. On fait difficilement en effet plus imbriqué. Pourtant, pour la Cour, ça ne pose pas de difficulté. RCC et PSE sont compatibles car ils ont, je cite, un objet distinct, de sorte que l'un n'exclurait pas l'autre, dès lors que le PSE respecte les stipulations de l'accord de RCC, notamment la période de garantie d'emploi, qui en effet a été respectée en l'espèce, puisque les départs par le PSE ne pouvaient avoir lieu qu'à l'issue de la RCC. Pourtant, mobilisés dans un même contexte de suppression d'emplois, comme c'est le cas ici, quand un PSE l'entoure à court ou moyen terme, RCC et PSE ont nécessairement le même objet. Et alors, dans ces cas-là, il faut le dire, oui, la RCC est un contournement du droit du licenciement pour motif économique, lequel, rappelons-le, n'a, lui, pas encore été abrogé. Car en effet, l'argument tenant à dire que le texte qui régit la rupture conventionnelle collective ne l'interdit pas en cas de difficulté économique ne tient pas. D'abord, la condition tenant à ce que tout licenciement soit exclu doit être lue au sens large, en cas de RCC, doit être lue au sens large,
au risque de créer des situations aberrantes, étant donné les pratiques d'extrême ciblage que l'on observe un peu partout par des accords de RCC, et ciblage des salariés. Et ensuite, et surtout, le droit du licenciement pour motif économique continue d'exister, et l'exclusion de la RCC à la fin de l'article 1233.3 n'y change rien. Mais l'objection, alors, consiste à dire que circonscrire le recours à la RCC aux situations hors contexte de difficultés économiques enlèverait à la RCC, je cite, une grande partie de son intérêt. Alors l'argument est quand même peu juridique, et par ailleurs, il ne fait que souligner en creux que la RCC est bel et bien utilisée pour contourner le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors décidément, il est clair que mobilisés ainsi, les deux dispositifs s'inscrivent au sein d'un même projet de réorganisation, de sorte que leur succession trahit le régime de l'un et de l'autre. Et il est urgent qu'une lecture globale de ces opérations s'impose pour lever l'imposture d'un découpage artificiel. Alors dans ce sens et en conclusion, je tenais juste à citer une dernière décision, première en son genre à ma connaissance et dans un champ qui m'est cher. Lundi dernier, la Cour d'appel de Nancy a annulé un accord de performance collective au motif qu'indirectement, il organisait des suppressions d'emplois alors qu'il n'en a pas vocation. Au passage, la Cour en profite pour questionner la capacité des négociateurs autres que les délégués syndicaux à conclure ce type d'accord sans respecter davantage de garanties. Non pas qu'il y ait de défiance à avoir, selon moi, lorsque les salariés s'expriment directement sur leurs conditions de travail, mais le cadre imposé pour ces négociations dérogatoires est singulièrement atypique. L'avis de ces salariés n'est étrangement pris en compte que lorsqu'il va dans le sens d'un projet patronal de réorganisation. Et les nombreuses entreprises où éclatent des grèves quelques mois ou un an après un accord de performance collective, bizarrement, ne sont pas soumises au même sondage. Mais voilà sans doute un sujet pour une future séance de l'FDT sur les évolutions très nécessaires du droit du travail. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser que le premier arrêt dont vous avez parlé, donc celui de la Cour administrative d'appel de Versailles, a fait l'objet d'une audience mercredi dernier au Conseil d'État. Et on aura le résultat, je crois, dans un peu moins de 3 semaines. Voilà. Et par contre, Paris, je ne sais pas s'il y a eu un pourvoi. Il n'y a pas eu de pourvoi à Paris. D'accord, ok. Gilles Ozero. Oui, merci beaucoup Hélène. Très rapidement, moi je suis tout à fait d'accord, je ne vois pas comment on peut déconnecter les ruptures individuelles de l'accord collectif, notamment en matière de RCC. Enfin, encore une fois, tous ces accords ouvrent à un régime dérogatoire, donc il faut d'abord regarder l'accord pour voir ensuite ce que l'on peut faire. Donc je ne vois pas comment on peut dire, bah non, là c'est juste le problème du consentement individuel, en plus c'est pas la question de vice du consentement au sens du droit civil, donc le problème fondamental c'est regarder d'abord l'accord collectif, notamment pour les APC. Hein. Alors moi je ne suis pas fort radicalement hostile aux APC, ça dépend comment c'est fait, c'est toujours pareil. Enfin moi j'y vois des choses très très intéressantes dans un APC. Alors c'est dommage, c'est pas obligatoire, mais ça dépend comment c'est négocié, c'est toujours pareil, parce que si on a des bons négociateurs, on peut obtenir des concessions, enfin, c'est dans la loi, hein, des dirigeants, des actionnaires, etc. Il y a des choses intéressantes ici à faire, obtenir des concessions, l'attribution d'actions gratuites, etc., une participation. C'est hyper intéressant. Après, il faut pouvoir y aller, bien évidemment. Au-delà de ça, moi, l'APC, je pense que le contrôle, il pourra être très, très approfondi sur l'APC, notamment en se servant justement du Code civil. Une convention doit avoir un but qui est conforme à l'ordre public. Là, le but, il est décrit dans le texte. C'est sauvegarder l'emploi, etc., etc. Donc, si ce but n'est pas poursuivi, je ne vois pas comment l'accord est valable. Au-delà de ça, le Code civil nous dit, c'est le nouveau langage depuis 2016, il doit y avoir des contreparties. S'il n'y a pas de contrepartie, le contrat n'est pas valable. Donc ça aussi, ça permet un contrôle. Et au-delà de ça, enfin, tu l'avais souligné, que peut contrôler le juge lorsqu'il y a des choix de gestion, etc. Là, on en revient toujours à la RESAT. Moi, il y a des choses qui ont changé depuis la RESAT. Moi, c'est l'article 1833 du Code civil. Désormais, il faut tenir compte des enjeux sociaux des décisions. Donc tout ça, moi, je trouve que ça ouvre des portes d'entrée sur un contrôle approfondi de l'APC. Alors ensuite, il y a effectivement les RCC. Alors moi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il me paraît tomber sous le sens. Je ne vois pas comment on peut admettre un accord RCC lorsqu'on va fermer l'établissement, puisque c'est exclusif. Enfin, ça me paraît, mais tellement évident. C'est donc qu'il y a eu un pourvoi. Enfin, on ne sait pas ce que va dire le Conseil d'État. Non. Je crois que le rapporteur public va dans le sens, mais je n'ai pas eu le temps de lire les conclusions, va dans le sens de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles. Voilà. Mais je n'ai pas eu le temps de lire le détail. Enfin, pour moi, il n'y a pas beaucoup de sujets hein, sur cet arrêt-là. Après, voilà, il y a celui de la Cour d'appel de Paris. Alors celui-là, effectivement, il est un peu plus perturbant. Alors, la problématique, elle est là. Lorsqu'on lit quand même le question-réponse, la RCC, c'est à froid. Donc à partir du moment où c'est à froid, on comprend, on peut faire du super ciblage, puisque on reste où on part. Mais si effectivement on le fait dans un contexte économique dégradé, et visiblement le texte ne l'exclut pas, là ça devient problématique. Et comment on articule ça avec le PSE? Alors en même temps, ça me paraît très compliqué.
moi, je suis plutôt partisan. Il me semble qu'un séquençage, en revanche, est possible, sous réserve de la fraude, évidemment, et ça dépend comment c'est fait. Alors après, voilà, il faut, là aussi, hein, ça serait intéressant de voir comment font les praticiens, parce que si on met vraiment les mains dans le cambouis, parce que tout à l'heure, tu parlais dans la PSE, mais le PSE, il fait suite à quelque chose. Là, c'était des propositions de modification. Donc, c'est encore un petit peu différent. Est-ce qu'on ne peut pas cibler d'un côté, je ne sais pas, hein, avec la RCC, certains, avec les propositions de modification d'autres. Voilà, donc il y a des vraies interrogations, mais qui impliquent, à mon avis, vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Maintenant, reste à savoir si on rejouera le match devant le juge. Ça, c'est... Non, parce qu'Al Nord, elle proposait de rejouer le match devant le législateur, et là, c'est plutôt devant le juge. On joue toujours le match, mais je crois qu'il va intervenir. Juste une brève observation, puis l'affaire, en tout cas la première, est emportée devant le Conseil, mais juste une observation vraiment de technique juridique. L'une des difficultés pour le juge administratif, vous connaissez la règle, c'est l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle l'administration a pris la décision. Alors, quand on a des éléments objectifs, s'agissant de la RCC, c'est le premier exemple où là, concomitamment, en fait, intrinsèquement, on a un projet de fermeture d'établissement et de RCC, c'est sûr que là, c'est l'oxymoron. Mais en revanche, quand c'est successif, l'une des difficultés pour le juge administratif, lui, il contrôle la décision de l'administration. Et donc, il doit se placer à la date à laquelle l'administration a pris sa décision au regard des circonstances de fait et de droit. Et il faut ensuite, pour contourner ou surmonter cet obstacle, caractériser des éléments de fait qui font qu'à la date à laquelle l'administration a décidé d'homologuer, elle savait que un PSE était en cours. C'est une difficulté vraiment de technique juridique, mais qui peut avoir son importance et qui peut, à mon avis, ne doit pas être oublié que lorsque vous décortiquez une décision de juge administratif. Oui, alors là-dessus, juste un mot, parce que dans le deuxième cas, c'était bien une décision administrative sur le PSE, hein, donc après la RCC. C'est ça qui est intéressant dans ce cas de figure-là, c'est qu'on est bien sur une décision de l'administration qui a toutes les cartes en main, puisque la RCC a eu lieu, et elle contrôle le PSE. Qu'est-ce qui était contesté devant la Cour? C'est la décision d'homologation? Le PSE, ouais. Écoutez, alors on va passer donc à la seconde partie de notre séance. Donc merci Gilles Auzereau. Donc la team Yves Striou, donc les deux garçons. Et on va commencer donc par David von Nevlis, avocat, côté salarié, sur le sujet la résiliation judiciaire du salarié protégé entravée par la séparation des pouvoirs. Donc là aussi, beau sujet. Oui. Alors, merci pour l'invitation. Alors, je voulais parler d'une difficulté, d'un espèce d'angle mort du principe de séparation des pouvoirs quand on est à la fois sur une tentative de résiliation judiciaire et qu'on a une autorisation de licenciement qui intervient postérieurement. Alors, pour reposer un peu le sujet, bon, vous le savez tout à fait, il est possible, quand il y a un manquement grave de l'employeur pour un salarié, de saisir le Conseil de prud'homme d'une demande de résiliation judiciaire. Si il obtient gain de cause, on estime que le manquement est suffisamment grave, il obtiendra à la fois la réparation du manquement qui est commis par l'employeur et également les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle en fonction des cas, si on est sur un motif de nullité ou si on a un motif d'absence de cause réelle et sérieuse, un motif plus classique. Cette possibilité a également été étendue aux salariés protégés qui peuvent également saisir le juge pour obtenir une résiliation judiciaire qui, là, par hypothèse, entraînera les effets d'un licenciement nul intervenant en violation du statut protecteur. Et donc, vous avez ce grand champ qui est ouvert. Parallèlement à ça, la réalité du temps judiciaire faisant que malheureusement il se passe souvent beaucoup de temps avant d'avoir une décision du juge judiciaire devenue définitive, le contrat de travail continue à évoluer et il arrive que les salariés soient licenciés entre-temps. Et dans cette articulation-là, la Cour de cassation est venue dire que si un licenciement est prononcé avant que le juge ne statue, on va par priorité regarder la résiliation judiciaire. Si la résiliation judiciaire est fondée, on lui fera produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Et si la résiliation judiciaire n'est pas fondée, là, on regardera d'un peu plus près le licenciement. Et si le licenciement est fondé, ça s'arrêtera là. Si le licenciement n'est pas fondé, on indemnisera les conséquences du licenciement. Donc, application pratique. Vous avez un salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires.
qui saisit le juge en résiliation judiciaire parce qu'il n'est pas payé pour ses heures supplémentaires. Intervient un licenciement pour motif économique. On regardera d'abord si le non-paiement des heures supplémentaires est établi et s'il est suffisamment grave. Si c'est le cas, le salarié obtiendra ses heures supplémentaires, éventuellement des dommages à intérêts si un préjudice complémentaire lié au non-paiement des heures supplémentaires. Et puis, la résiliation judiciaire de son contrat, c'est-à-dire une indemnité pour licenciement sans cause réelle, le préavis, etc. etc. Et si ce n'est pas fondé, ben là, on examinera le licenciement. Donc, on peut obtenir la résiliation judiciaire alors même que le licenciement serait en tant que tel parfaitement fondé. S'agissant des salariés protégés, le problème, c'est que la jurisprudence est venue nous dire que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et là, c'est tous les arrêts que qu'on vous a mis à disposition. La Cour de cassation vient au visa de la loi des 16-24 août 1790. Ensemble, le principe de séparation des pouvoirs et l'article 2411-5 du Code du travail. Elle vient vous dire que si on a un licenciement qui est autorisé par l'inspection du travail, la résiliation judiciaire, vous pouvez l'oublier, parce que le principe de séparation des pouvoirs fait qu'on ne pourra plus examiner la demande de résiliation judiciaire. Ce qui veut dire que, si on reprend notre exemple, votre salarié protégé qui serait licencié pour motif économique ne pourra rien obtenir au titre de la rupture de son contrat, il pourra juste obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et éventuellement des dommages à intérêts liés au non-paiement des heures supplémentaires, mais pour la rupture, c'est tout à fait fini. Tout ça repose sur une interprétation qui me semble particulièrement contestable du principe de séparation des pouvoirs. Le principe de séparation des pouvoirs, c'est un principe qui vise à faire en sorte que l'action du juge judiciaire ne vienne pas entraver l'action de l'administration. Dans un premier temps, c'était une loi de protection de l'administration, et puis après, c'est devenu, avec le développement de la justice administrative, une loi qui répartit les compétences entre ce qui relève du juge judiciaire et ce qui relève du juge administratif. Et là, le problème, c'est qu'en l'occurrence, on a une question qui n'a plus aucun juge. C'est-à-dire que le juge judiciaire vient vous dire, principe de séparation des pouvoirs, moi, je ne vais pas pouvoir examiner la résiliation judiciaire. Si le juge administratif, vous devez lui poser la question, je ne vois pas comment, parce que l'inspection du travail, en fait, la question de savoir si le salarié est payé de ses heures supplémentaires ou pas, quand il s'agit d'examiner une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, ce n'est pas son sujet. Et il ne pourrait même pas refuser d'autoriser le licenciement au motif qu'on n'a pas payé le salarié des heures supplémentaires et qu'il serait en droit de demander une résiliation judiciaire plus tard parce qu'il y a un motif de rupture du contrat maintenant. Et d'ailleurs, ça poserait éventuellement un problème de liberté de liberté d'entreprendre si l'inspection du travail devait refuser le licenciement pour un motif qui n'a absolument rien à voir avec la demande qui lui est présentée. Donc, vous avez l'inspection du travail qui ne peut pas se prononcer, le juge administratif qui ne peut pas se prononcer, et donc un droit en moins. On atteint les droits substantiels du salarié protégé. Tout ça n'est pas très cohérent, puisque, en fait, on a quand même une compétence résiduelle du juge judiciaire s'agissant du licenciement. Ce n'est pas parce qu'un licenciement est autorisé que forcément le juge judiciaire est complètement dessaisi. Vous avez de la jurisprudence, par exemple, sur l'hypothèse où vous avez l'employeur, la personne qui a signé la lettre de licenciement, qui n'avait pas mandat. Le juge judiciaire se reconnaît compétent pour constater une absence de cause réelle, alors même qu'il y a une décision d'autorisation du licenciement. Vous avez également une compétence résiduelle du juge judiciaire s'agissant de est-ce qu'il y a une faute grave ou pas une faute grave. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que le juge judiciaire continue à examiner la résiliation. Pour autant, en l'occurrence, il le refuse. Vous avez également une possibilité, le juge judiciaire se reconnaît la possibilité d'aller éventuellement à l'encontre d'une décision du juge administratif en refusant de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée au motif que ça porterait atteinte potentiellement à la sécurité des autres salariés. Vous avez un arrêt récent de la Cour de cassation qui est venu vous dire sur des plaintes de harcèlement, non, là, vous avez un motif légitime qui refuse de réintégrer. Donc là, le juge judiciaire n'hésite pas à prendre des libertés par rapport à l'issue de la procédure administrative. Et puis, je pense qu'il y a un problème, c'est-à-dire que le juge judiciaire considère qu'en prononçant la résiliation judiciaire, il porterait atteinte à l'autorisation de licenciement. Sauf qu'en réalité, c'est faux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'autorisation de licenciement, le licenciement qui peut en découler, et de l'autre côté, la résiliation judiciaire. Et la résiliation judiciaire en tant que telle, elle ne remet pas en cause tous les effets du licenciement,
puisque d'abord, premièrement, elle consacre la date de la rupture du contrat. On maintient la date de la rupture du contrat à la date à laquelle le licenciement est intervenu. Deuxièmement, vous avez de la jurisprudence tant sur les PSE que sur l'indemnité doublée pour les salariés licenciés pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui vous disent que l'indemnité doublée ou le PSE auquel vous aviez droit dans le cadre du licenciement, vous le conservez alors même qu'une résiliation judiciaire est prononcée. Donc en réalité, il n'y a pas de remise en cause du licenciement et de ce qui a été autorisé par l'inspection du travail en contrôlant une éventuelle résiliation judiciaire. Enfin, le juge judiciaire lui-même est conscient qu'il y a un énorme problème là-dessus. Et il a collé une petite rustine mais qui illustre bien la difficulté. C'est l'hypothèse du licenciement pour inaptitude. Alors, le juge administratif vient vous dire, moi j'autorise le licenciement pour inaptitude, mais sans contrôler l'origine de l'inaptitude. Moi, le salarié ne peut plus bosser, il faut que j'autorise, je ne vais pas laisser indéfiniment la situation avec un salarié qui ne peut pas travailler. D'accord ? Et donc le juge judiciaire, après des hésitations, en 2018, est venu dire, comme le juge administratif ne fait pas ce contrôle, moi je ferai le contrôle de regarder quelle est l'origine de l'inaptitude. Si c'est un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, je considérerais que ça produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si c'est du harcèlement, je m'autorise même à annuler le licenciement. Mais par contre, séparation des pouvoirs, je ne pourrais pas statuer sur une résiliation judiciaire. Donc le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas d'annuler un licenciement autorisé par l'inspection du travail, au motif que ça s'inscrit dans un contexte de harcèlement, mais interdit d'examiner la demande de résiliation judiciaire qui est posée. Là, je vous avoue que je ne comprends pas tout à fait, cette situation. Tout ça entraîne des conséquences absolument déplorables, puisque ça fait que les délais déraisonnables de jugement vont peser sur le salarié protégé, qui va subir finalement le temps que prendra le juge judiciaire avant de statuer, ce qui fait qu'il va perdre des droits si jamais un licenciement intervient compte tenu de l'écoulement du temps. Et puis, ça aboutit aussi à des comportements tout à fait pervers. Et pour vous l'illustrer, j'ai été chercher l'AMI Conseil opérationnel en ressources humaines. Et vous avez une petite citation qui est pas inintéressante, qui vous dit « Mais paradoxalement, lorsque le salarié est protégé, l'employeur peut avoir un intérêt particulier à rompre le contrat de travail du salarié alors même que ce dernier a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. » En effet, si l'employeur, muni d'une autorisation de l'inspection du travail devenue définitive, licencie un salarié protégé avant que le juge ne se prononce sur la demande de résiliation judiciaire, le juge ne peut plus prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Il ne pourrait que, dans certains cas, indemniser le salarié. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire perd sa prérogative attachée à la validité du licenciement. Cette position est à nuancer lorsque l'autorisation a été refusée par l'administration. Dans ce cas de figure, les motifs retenus par l'inspecteur du travail à l'appui du refus ne pourront être rediscutés en vue de justifier les manquements reprochés à l'employeur. Si la décision de procéder au licenciement du salarié protégé avant que le juge ne se prononce est donc à double tranchant, il faut tout de même en évaluer l'opportunité tant sont lourdes les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail des salariés protégés. Donc tout ça aboutit à une rupture d'égalité au détriment des salariés qui ont un engagement syndical, ce qui pose quand même un petit problème par rapport à la liberté syndicale constitutionnellement garantie, par rapport aux salariés qui exercent des fonctions de représentation, ce qui pose un problème par rapport au droit de participer par l'intermédiaire de ses représentants à la détermination de ses conditions de travail, au principe d'égalité puisqu'on traite moins favorablement un salarié protégé et un salarié non protégé. Tout ça pour venir vous dire qu'effectivement, peut-être une QPC serait intéressante en la matière et aboutit en fait à un risque de discrimination pour les salariés protégés. Donc on est, pour moi, sur vraiment une jurisprudence qui est extrêmement problématique, tant dans sa motivation que dans ses effets. Enfin, pour conclure, comme il est beaucoup question de contentieux administratif, je ne peux pas m'empêcher de vous citer une petite citation que j'avais eue dans des conclusions de rapporteur public dans un dossier. C'était Daniel Labetoul, ancien président de la section contentieux, qui disait « Il est délicieux d'enrichir le droit administratif de distinctions subtilement raffinées et telle Verlaine de rechercher la nuance encore, rien que la nuance, mais il faut aussi parfois élaguer, dégager des lignes droites, rendre à nouveau perceptibles celles qui commenceraient à ne plus l'être. La ligne droite que je pense qu'il faudrait que la Cour de cassation reprenne, c'est celle de « On ne contrôle pas ce qui est contrôlé par l'inspection du travail, on contrôle tout ce qui ne fait pas l'objet du contrôle de l'inspection du travail. » Je vous remercie.
Écoutez, devant ce plaidoyer, il ne me reste plus qu'à jouer le rôle de vieux grincheux et de dire Amen. Le problème dans votre exposé, c'est que la conclusion est dans l'introduction. C'est dans l'aporie qui consiste à dire le principe de séparation du pouvoir ne s'oppose pas à. Or, la Cour de cassation, comme le Conseil d'État, puisque la jurisprudence sont convergentes, aboutissent à une solution contraire à celle que vous soutenez. Et par conséquent, ils ont une mauvaise interprétation de la séparation des pouvoirs. S'il y a un conseil que je peux vous donner, ne saisissez pas le conseil constitutionnel d'une QPC, parce que là, vous allez l'apprendre. S'il y a bien une juridiction qui a une conception extrêmement stricte de la séparation des pouvoirs, il me semble que c'est le conseil constitutionnel. Sur les conséquences, je vais commencer par là, les conséquences pratiques. Vous avez bien fait de lire la prose d'une maison d'édition. Je serais le conseil de l'employeur, je ne lui conseillerais vraiment pas de suivre ce qui est conseillé. Car je mets de côté l'hypothèse que vous avez envisagée, qui est la plus sérieuse. Celle qui peut, à mon avis, se poser, celle du salarié qui n'est pas rempli de ses droits, qui est engagé ou visé pour une procédure de licenciement pour motif économique. Maintenant, en dehors de ce cas-là, l'employeur mal conseillé est avisé que son salarié a engagé une procédure de résiliation judiciaire. Et il contre-attaque en saisissant l'inspecteur du travail. D'abord, de quel motif ? Je ne me mettrai certainement pas à la place d'un inspecteur du travail et de son logiciel, mais s'il se prend une décision de refus au motif tiré de ce que la demande a pour objet et pour effet de faire obstacle à l'exercice fondamental du droit du salarié, qui est de saisir la juridiction compétente, qu'il y a donc une atteinte à un droit fondamental, doublée vraisemblablement d'une discrimination. Si une telle motivation sort du bureau de l'inspecteur du travail, l'employeur est relativement mal. Et la prise d'acte aboutira assez vraisemblablement à une prise d'acte au tort de l'employeur avec toutes les conséquences que vous avez évincées. Maintenant, l'autre situation qui me paraît beaucoup plus difficile, c'est celle du salarié, effectivement, qui n'est pas rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires. Et la procédure de licenciement pour motif économique est engagée. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir une conception du principe de la séparation des pouvoirs qui est la vôtre, sans exposer aussi de manière un peu plus sérieuse les conséquences qui s'évincent de la conception classique de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas simplement l'idée de protéger l'une juridiction par rapport à l'autre, c'est de protéger l'administration dans les décisions qu'elle prend. C'est de respecter ce que l'on appelle, avant même tout contentieux, l'autorité de la chose décidée. Or, si le contrat de travail est rompu sur le fondement d'une décision administrative, quelle peut être la finalité même de la procédure de résiliation judiciaire qui a pour objet de prononcer la rupture du contrat de travail, alors même que non seulement le contrat a été rompu, mais surtout, ce qui fait écran, c'est la décision de l'administration. Et la décision de l'administration, elle s'impose. Les motifs, en droit administratif, sont le support nécessaire du dispositif. Donc le juge judiciaire, ce n'est pas par myopie ou par cécité qu'il décide, qu'il se heurte au principe de séparation des pouvoirs. C'est qu'il ne peut pas faire autrement. Alors vous pouvez critiquer ces conceptions françaises de la séparation des pouvoirs, mais le juge judiciaire ne peut pas, de son chapeau, dire « Ah ben moi, finalement, je considère que non seulement il n'y a pas eu rupture, mais il n'y a pas eu rupture fondée sur une décision qui est revêtue de l'autorité de la chose décidée et qui bénéficie du privilège du prévalable, c'est-à-dire que l'employeur, sur le fondement de l'autorisation, a exécuté celle-ci et a rompu le contrat de travail. Et s'il le fait, à la différence du salarié qui n'est pas protégé, où là, effectivement, comme M. Spot, il peut se déplacer dans le temps et considérer que la rupture, finalement, n'est pas intervenue, là, il y a la décision administrative. Alors on peut considérer qu'avec un TIPEX, on pourrait l'effacer, mais ce n'est pas notre conception de la séparation des pouvoirs. C'est comme ça. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, même si... y a-t-il véritablement un angle mort ? Alors, et vous allez comprendre que je ne suis en partie d'accord avec vous, en partie en désaccord avec vous sur la notion d'angle mort. À la différence de ce qui s'est passé sur l'inaptitude, où les deux juridictions, dans le groupe de travail informel qui les réunit, ont bien vu la difficulté. Avant l'évolution de la jurisprudence, tant de la Cour de cassation du Conseil d'État, qui s'est faite de manière simultanée et harmonieuse, l'idée c'est que le salarié protégé dont le licenciement pour inaptitude était autorisé
ne pouvait pas saisir le juge judiciaire pour faire reconnaître à l'employeur que cette inaptitude était consécutive au comportement de l'employeur, par omission ou par action. Et qu'il y avait véritablement un angle mort, parce que sur cette question-là, il n'y avait pas de juge. Il n'y avait pas de juge pour ne serait-ce statuer sur le bien fondé de la demande du salarié. Qu'ont fait à ce moment-là les deux juridictions? Elles ont pris leur scalpel et elles ont travaillé sur quelque chose de très fin, qui est l'autorité de la chose décidée pour en réduire le périmètre, mais en tenant compte du principe de séparation des pouvoirs. Et l'alchimie ou l'opération a consisté à dire, avant, quand l'inspecteur autorisait pour inaptitude, il était censé avoir tout examiné, y compris l'origine de l'inaptitude. Et antérieurement, si l'inaptitude était imputable à l'employeur, l'inspecteur devait refuser. Et on voit bien la situation pratique que cela posait, puisqu'on a un salarié inapte et d'un autre côté un refus d'autorisation et le contrat de travail se poursuit, ce qui veut dire que l'état de santé du salarié se dégrade. Donc les deux juridictions d'un commun accord ont décidé de réduire le périmètre de l'autorité de la chose décidée pour dire finalement ce que fait l'inspecteur, c'est un constat objectif. Est-ce que oui ou non le salarié est apte ou inapte plutôt à poursuivre les fonctions qui lui sont assignées? C'est la seule chose, avec une réserve, c'est la seule chose que doit vérifier l'inspecteur du travail. Et donc, en réduisant le périmètre de l'autorité de la chose décidée, on a élargi le périmètre de la compétence du juge judiciaire. Et quand le juge judiciaire se prononce sur l'origine de l'inaptitude et conclut à la responsabilité de l'employeur, il ne méconnaît pas l'autorité de la chose décidée. S'agissant des heures supplémentaires, comme vous l'avez dit, nous n'étions pas dans la même difficulté. Pourquoi? Parce que même s'il y a une décision d'autorisation, rien ne fait obstacle à ce que le juge judiciaire statue sur le bien fondé des allégations du salarié concernant le non-paiement des heures supplémentaires et les dommages et intérêts que le salarié peut réclamer du fait qu'il n'a pas été rempli régulièrement dans ses droits. Et si finalement l'enjeu, c'est de faire reconnaître judiciairement l'imputabilité de la rupture, alors là, il faut conseiller au salarié, dès lors que la procédure administrative est engagée, et si c'est votre objectif principal, il faut lui dire, alors cher ami, prenez acte. Parce que là, s'il y a prise d'acte, immédiatement, le contrat de travail est rompu immédiatement et l'inspecteur du travail ne peut plus se prononcer. Il est incompétent, le contrat de travail est rompu. Et donc, de ce point de vue-là, au regard de l'objectif, si vous en faites l'objectif numéro 1, à ce moment-là, la prise d'acte s'impose. Mais prise d'acte, et est-ce que très sincèrement, vous allez conseiller à un salarié dont l'entreprise est en difficulté pour motif économique, avec tous les aléas de la prise en charge des sommes qui lui seraient dues de se lancer dans la prise d'acte? Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, la conclusion, c'est qu'on peut considérer que, d'abord, la jurisprudence est absurde, qu'elle méconnaît le principe de séparation des pouvoirs tel que vous l'interprétez. Le problème, c'est que votre interprétation n'est pas celle des juridictions et des hautes juridictions de ce pays. On peut le regretter, mais il faut bien voir l'inconvénient aussi, c'est qu'à trop surmonter ou à trop effacer avec son TIPEX la décision administrative, à un moment donné, vous affaiblissez sa légitimité. Quand la décision de l'inspecteur du travail, nous sommes dans le cadre d'une procédure de résiliation judiciaire, imaginez que l'employeur, lui, allègue effectivement que finalement, la décision de refus, finalement, on peut l'effacer, et ses motifs. De le même que le salarié dirait, on peut l'effacer, puisqu'elle fait obstacle à ce que la rupture soit imputable à l'employeur. Donc, je serais plus nuancé que vous. Je pense qu'il y a, s'agissant du statut protecteur, des combats majeurs à mener sur la pertinence, l'efficacité du statut protecteur, notamment dans le cadre des procédures électorales. Et très sincèrement, moi, je voudrais voir, en dehors de la manipulation ou des conseils mal avisés de certaines revues qui consistent à jouer au Kriegspiel, le salarié engage une procédure et je contre-attaque. Très franchement, je me demande si dans une procédure telle que vous l'avez décrite, dans une situation grave où l'entreprise est en redressement ou liquidation et que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, d'abord il faudra inscrire les créances au passif. Il y a un représentant des créanciers et un représentant des salariés pour ce faire. Est-ce que vraiment le conseil le plus avisé, ça serait, parce que vous voulez imputer la rupture à l'employeur, de finalement, si c'est votre objectif stratégique, de prendre acte? Oui.
Alors, quelques petits éléments de réponse. Alors, j'ai bien entendu la réponse qui m'a été faite sur l'inaptitude, mais je pense que la réponse que vous me faites, on peut la faire de la même façon. Sur l'inaptitude, on disait qu'il n'y avait aucun problème, puisque vous pouvez de toute façon obtenir l'indemnisation du préjudice que vous avez en termes de manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Et donc, vous pouviez être indemnisé indépendamment de la rupture. Pour autant, on a estimé que ce n'était pas suffisant et que la rupture, vous aviez aussi la possibilité d'être indemnisé là-dessus. L'inspection du travail ne se prononce pas sur l'origine de l'inaptitude, de la même façon que l'inspection du travail ne se prononce pas non plus sur le bien fondé des griefs que vous invoquez à l'appui de votre demande de résiliation judiciaire. Donc, je vous avoue que là-dessus, je ne vois pas tout à fait le parallèle. Alors après, sur ne pas effacer l'indécision de l'inspection du travail, je suis tout à fait d'accord. Et je ne propose absolument pas d'effacer la décision de l'inspection du travail. Mais moi, ce que j'observe, c'est que l'inspection du travail, elle est le support, elle peut être le support d'un certain nombre d'actes, mais que c'est uniquement ce qui en est la résultante directe qui, éventuellement, peut être couvert par cette décision. Pour autant, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'employeur, la personne qui signe la lettre de licenciement qui n'a pas de mandat. Le juge judiciaire dit « Moi, tout ce qui se passe après la décision d'autorisation, c'est moi qui décide. » Alors, pourquoi est-ce que nous reprenons la main derrière sans remettre en cause la décision de l'inspection du travail qui dit « Oui, effectivement, vous avez le droit de rompre le contrat de travail pour ce motif. » Pourquoi est-ce que le juge judiciaire ne pourrait pas dire « Alors, oui, certes, le contrat est rompu, j'en prends acte, ce qu'il fait systématiquement en matière de résiliation judiciaire, mais pour autant, à la date à laquelle moi je statue, j'estime que vous aviez raison quand vous avez saisi initialement. Et donc, je ferai produire au licenciement dont je maintiens les effets, les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ou nulle, c'est-à-dire en vous donnant droit à l'indemnisation dont vous avez le droit au terme de la résiliation, tout en maintenant les effets du licenciement. Je ne vois pas en quoi la décision de l'inspection du travail, la décision administrative, serait en mesure d'entraver ça. Enfin, moi j'entends bien ce que vous êtes en train de dire sur le fait que c'est un conseil mal avisé pour les employeurs. Mais c'est un conseil mal avisé, excusez-moi, pour les employeurs, de leur dire attention, c'est une connerie de tenter de licencier votre salarié si jamais il y a une demande de résiliation judiciaire en cours. Je l'entends tout à fait. Mais sauf que moi, ce que je vois dans les dossiers, c'est qu'il y a des moments où ça crève les yeux qu'on va gagner sur la résiliation judiciaire. Ça crève les yeux. Et l'employeur, il peut se dire, moi, mon risque, il est extrêmement faible. Au pire, j'aurai une décision qui va me planter. Mais de toute façon, la résiliation judiciaire, elle va être prononcée. Donc moi, ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter. Au pire, je suis dans la même situation que si je n'avais pas pris le risque. Et on a des employeurs, et on a des confrères qui défendent des employeurs qui ne sont pas les derniers des abrutis et qui sont même parfois très bons et qui savent organiser des licenciements, qui savent monter des dossiers d'inaptitude et des trucs qui sont en mesure de faire illusion devant l'inspection du travail. Et si ce n'est pas devant l'inspection du travail, parfois au niveau du ministère, parce que malheureusement, souvent on a des refus devant l'inspection du travail et malheureusement, plus souvent, on a, dans certains cas, des refus qui sont tirés par le ministre. Donc en fait, l'enjeu, il est là. C'est qu'aussi, parfois, on a des dossiers où la prise de risque, elle paye. Et l'employeur, là-dessus, il gagne. Et enfin, il y a toute l'hypothèse où le salarié, il craque entre-temps. Parce qu'on a aussi ça. On a des hypothèses où vous avez un certain nombre de manquements qui vont aboutir, d'une façon ou d'une autre, à ce que le salarié soit licencié pour inaptitude. Alors là, la seule façon de se rattraper, ça va être de dire il y a un manquement de l'obligation qui permet de s'en sortir, mais tous les autres manquements qui fondaient la résiliation judiciaire, alors là, pour le coup, vous les oubliez. Ceux-là, dans le cadre de la rupture, vous les oubliez. Donc le fait que le salarié finisse par craquer fait que dans le débat judiciaire pour l'indemnisation de la rupture, les 3/4 des manquements, on les perd. Vous voyez, le débat est passionné. Moi, peut-être que je suis trop vieux et que j'ai une conception trop archaïque du principe de séparation des pouvoirs. C'est possible. Et si vous gagnez votre combat, moi, vous savez, je ne m'en porterai que mieux. Mais good luck. Good luck. Et choisissez bien votre stratégie. Et ne la faites pas payer, je le dis très sincèrement, ne faites pas payer aux salariés les risques que vous prendriez dans une stratégie judiciaire. Oui, mais notamment dans une procédure de licenciement pour motif économique. Et je me permets de vous corriger, s'agissant de la jurisprudence antérieure à l'évolution sur l'inaptitude, la porte était fermée aux salariés pour faire reconnaître que l'inaptitude était imputable à l'employeur. Elle était fermée. Ce qui posait le problème, là, véritablement, me semble-t-il, d'un angle mort, c'est que
il n'y avait pas de voie juridique pour que l'employeur, le salarié, licencié sur la base d'une autorisation, puisse faire valoir que l'inaptitude était imputable à l'employeur. La porte était fermée. Et donc, il n'y a pas eu méconnaissance de l'autorité jugée, simplement, on a raccourci le périmètre, comme je l'ai dit, de l'autorité de la chose décidée. On n'a pas besoin de faire cette opération, s'agissant par exemple du paiement des heures supplémentaires, parce que, comme vous l'avez dit, l'inspecteur n'a pas à se prononcer sur ce plan-là. Le débat judiciaire reste tout à fait ouvert. Et encore une fois, il faut être cohérent dans la stratégie. Si vous estimez que le salarié perd dans sa santé, si vous estimez que l'employeur joue la montre, à ce moment-là, et que la procédure judiciaire va durer un certain temps, si votre objectif stratégique, encore une fois, c'est de faire reconnaître que la rupture est imputable à l'employeur, ce qui est tout à fait légitime, alors il faut en tirer les conséquences dans une situation objective, à savoir dire aux salariés de deux choses l'une. Soit on suit la procédure de licenciement devant l'inspecteur du travail, on va jouer devant l'inspecteur du travail toutes nos cartes, soit vous prenez acte de la rupture. Et là, c'est cohérent avec votre dispositif. David, c'est quoi la stratégie maintenant? Il y a une QPC en cours, mais bon. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être. Oui. Bon, Yves Striou n'a pas l'air convaincu, mais bon. Mais moi, bon, on verra bien ce qu'il en sortira. Mais oui, effectivement. Oui. Non, mais attends. Ah non, mais attendez, là, il faut qu'il y ait le micro parce qu'il y a un pari là. Il y a une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Et pour les salariés, pour vous. Et s'il perd? Alors, donc pour terminer, donc il y a peut-être une QPC. Attends, prends ton micro. Il n'y en a pas encore de posé, mais oui, effectivement, on a ça en préparation. Ok, très bien. Oui, merci infiniment pour ce débat effectivement passionné. Bravo. Alors, on va terminer cette séance par donc la 4e intervention. Un inspecteur du travail, Thomas Oudus, sur l'effectivité des procédures de l'inspection du travail en matière de droit pénal du travail. En fait, si j'ai bien suivi, on va cheminer avec vous. Vous avez pris un cas pratique pour bien nous expliquer les problématiques avec le moins d'acronymes possible. Alors, je vais faire toute une introduction pour pas que je perde l'audience. D'abord, bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Donc, je vais plus m'intéresser à la question de la prestation de services international et les procès-verbaux qu'on peut dresser dans ce cadre-là. Donc, pour faire juste un point, la prestation de services international porte sur 3 principes fondateurs du droit de l'Union européenne, qui est la libre circulation des travailleurs dans les États membres, la liberté d'établissement d'une entreprise et la libre prestation de services. Concrètement, il s'agit pour une entreprise ayant un siège en Europe de pouvoir fournir une prestation de service dans un autre pays européen. Cette pratique a été utilisée dans le secteur du transport, mais aussi du BTP. C'est le fameux mythe du plombier polonais. Cependant, la question de la PCI a évolué. En effet, à l'origine, il n'y avait aucune réglementation stricte, car le régime initial, c'était le contrat de travail qui était soumis à la loi en vigueur sur le territoire où le contrat avait été signé. Donc pour faire simple, un salarié polonais qui signe son contrat de travail en Pologne avec une entreprise polonaise avait donc un contrat de travail polonais lorsqu'il allait faire une mission temporaire en France. Cependant, cette situation n'était pas pérenne. En effet, de nombreuses entreprises ont profité de l'absence d'un cadre strict pour faire signer des contrats de travail dans un pays où le salaire et les cotisations sociales étaient moins importantes, mais tout en les faisant travailler sur le territoire français. Cette pratique de dumping social a fait évoluer la réglementation du droit européen. Donc en 2018, la directive de 1996 a été modifiée. Il s'agissait notamment de mettre en place un socle minimum de règles. Ces règles sont les suivantes. Lors d'une mission dans un État membre, le salarié percevra le salaire applicable sur le territoire où il se trouve. De plus, il sera soumis à la réglementation portant sur le temps de travail applicable sur le territoire. En 2018, l'inspection du travail se dote d'un nouveau logiciel qui regroupe toutes les déclarations préalables de détachement. Il s'agit de la plateforme CIPSI. Elle permet à l'administration de connaître en amont la prestation et la présence d'entreprises étrangères sur le territoire avec l'ensemble des informations portant sur le donneur d'ordre et le salarié, et les salariés détachés. Cet outil s'inscrit dans une volonté de l'administration de contrôler l'activité des prestations de services internationaux sur le territoire. Elle permet aussi de remplir des objectifs de contrôle conjoint portant sur cette question. Grâce à ces outils, les agents de l'inspection du travail peuvent contrôler si les dispositions communautaires sont respectées
Et en cas d'irrégularité de la déclaration préalable à détachement, l'administration pourra sanctionner par des amendes administratives la société prestataire. Cependant, la prestation de services international couvre une autre problématique, celle du travail illégal. Le travail illégal est couvert par les articles 8, la partie 8 du Code du travail, notamment avec les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salariés et dissimulation d'activité. L'inspection du travail est compétente pour dresser un procès-verbal sur ces infractions. Donc après cette introduction, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu sur une fraude de PSI. Donc je suis un jeune praticien en droit social, j'ai pris mon poste en 2021 et donc je reçois de la part de ma hiérarchie des plannings de contrôle conjoints avec l'URSSAF portant sur la question des contrôles de PSI, donc de prestations de services internationales. Je prépare donc un contrôle sur une commune du département à partir de la plateforme CIPSI et je remarque qu'il y a une société portugaise qui travaille dans le secteur du BTP. J'étudie leur déclaration de détachement et je vois que la société détache 2 salariés, dont un chef d'équipe, pour faire une activité de gros œuvre. Alors, petite parenthèse, on sort du droit, on va sur le bâtiment. Le gros œuvre, c'est une activité très lourde où il faut beaucoup de salariés, c'est du parpaing, des voiles de béton. Donc, en général, à 2, il y a un truc qui est un peu louche. Donc, il y a la truffe de l'inspecteur qui commence à vibrer, si je puis dire. Donc je me rends sur place pour procéder au contrôle de la société et à ce moment-là, je découvre non pas 2 salariés, mais 6 salariés de la société. Je découvre ensuite par le tableau de bord du chotier que la société portugaise n'était pas présente depuis le mois de mars 2022, mais depuis le mois de septembre 2021. Je rentre donc à mon bureau et je contacte le représentant du donneur d'ordre en lui demandant l'ensemble des contrats et factures avec la société portugaise. J'ai une difficulté certaine à contacter le représentant de la société portugaise et je suis contraint de demander au donneur d'ordre de contacter son sous-traitant pour qu'il me transmette les documents nécessaires. Et là, j'ai demandé un élément essentiel pour la suite de l'enquête, qui est le tableau établissant le chiffre d'affaires de la société portugaise à la fois sur le territoire français et à la fois sur le territoire portugais. Je reçois le tableau qui m'indique que la société portugaise n'a qu'un seul chantier en France. Sauf que grâce, encore une fois, je fais la pub pour la plateforme CIPSI, mais elle est quand même très pratique. Sauf qu'en même temps, je la croise avec les informations de la plateforme qui prend en compte l'ensemble des déclarations de détachement passées, présents et futurs. Et je constate alors que la société a une activité sur le territoire depuis 2017 et non 2022, comme ils essayaient de me le faire croire. Je leur demande donc l'ensemble des contrats et factures qu'ils ont eus avec les sociétés françaises depuis 2017 et je reçois l'ensemble des documents demandés et j'établis un tableau d'un chiffre d'affaires présumé et la société portugaise depuis 2017 avait un chiffre d'affaires moyen de 900 000 € sur le territoire français. À partir de ce moment-là, je contacte l'un des représentants du parquet qui m'indique être très intéressé par cette problématique. Il m'invite à échanger avec lui et je comprends très vite que certains enjeux de l'infraction lui échappent, notamment la problématique de la dissimulation d'activité. Il m'interroge sur la question de savoir si la société portugaise est immatriculée en France. Sauf que j'essaye de lui expliquer cordialement que la société portugaise ne peut être immatriculée en France car je ne serai pas en train de rédiger un PV pour dissimulation d'activité. Il interrompt assez rapidement notre échange et il me propose un autre rendez-vous quand mes investigations auront avancé. Je découvre que la société portugaise ne lâche pas son activité. Elle continue à prester sur le territoire avec un autre donneur d'ordre. Donc je décide donc de monter un autre contrôle pour étayer mon PV et élargir l'infraction aux 2 chantiers. Mon PV aura donc 2 parties. La partie travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés par la société portugaise et le recours sciemment par les donneurs d'ordre. Le recours sciemment, c'est une infraction qui vise le donneur d'ordre. Donc il est nécessaire de démontrer que le donneur d'ordre a eu recours à un sous-traitant qui était auteur de travail illégal et que ce donneur d'ordre en avait la connaissance. Le recours sciemment permet d'appliquer une solidarité financière entre les deux et l'engagement de la responsabilité du donneur d'ordre permet ainsi, en cas de liquidation du sous-traitant ou de la difficulté de poursuivre un sous-traitant étranger, d'obtenir la réparation du préjudice. Je décide donc de cette stratégie à la suite d'échanges avec mes collègues ayant verbalisé sur la problématique de la PSI. Et ils me font le retour que de nombreux PV ont été classés où il y a eu des relax. Maintenant, je vais essayer d'aborder les hypothèses et les problématiques qui portent sur les classements ou les relax de ce type de procédure. La PSI, c'est un contentieux à la fois interne mais aussi communautaire. Il a été soumis à de nombreuses questions préjudicielles auprès de la CJUE. En 2020, la CJUE a été interpellée sur cette question par la France, notamment sur les questions des retraits des formulaires A1 et sur la caractérisation du travail dissimulé.
Cette question préjudicielle souligne la problématique du lien étroit entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. En effet, je reprends le cas que je viens de vous exposer. L'entreprise portugaise vient sur le territoire français. Lorsqu'elle vient, elle doit faire 2 démarches. La déclaration préalable de détachement, celle qui est sur la plateforme CIPSI, et nous fournir les formulaires A1 pour justifier de leur déclaration à l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine. La question qui a été posée à la CJUE était la suivante. Est-ce que l'infraction de travail dissimulé était caractérisée si les formulaires A1 n'avaient pas été dénoncés par l'administration française? Et l'autre enjeu était de savoir si la déclaration préalable à l'embauche, donc ça c'est dans le droit français, était du régime de la sécurité sociale ou du droit du travail. La question sous-jacente était que si la société étrangère avait fait la déclaration des formulaires A1, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir fait la déclaration préalable à l'embauche. La réponse de la CJUE fut de dire que les formulaires 1 ne s'appliquent qu'au domaine du droit de la sécurité sociale et non au droit du travail. Et sur la deuxième question de la DPAE, elle laissait le juge national statuer sur la question du régime juridique. Il faudra donc attendre 2021 pour que la Cour de cassation statue en affirmant que la DPAE permet le contrôle des conditions d'emploi et de travail. Ainsi, il s'agit d'une reconnaissance du régime juridique soumis au droit du travail et non au droit de la sécurité sociale. En conclusion, lorsqu'on a une société étrangère qui a une activité stable et continue sans être immatriculée au RCS, la fraction de travail dissimulée par dissimulation d'activité est caractérisée. De plus, si elle n'a pas fait les démarches de déclaration préalable à l'embauche, il y a la caractérisation de l'infraction de la dissimulation d'emploi salarié. Nous avons donc une réglementation extrêmement complexe et qui est en constante évolution, ce qui peut expliquer la réticence de traiter ces sujets par les parquetiers. Cette réticence s'explique aussi par la situation de la justice actuellement en France. En effet, elle est plus que critique. Nous avons des magistrats qui croulent sous le travail et les moyens investis sont dérisoires. On adore se comparer à nos voisins européens, surtout en ce moment, mais nous ne sommes que 14e sur 28 au classement des systèmes judiciaires européens et nous n'allouons que 72 € par an et par habitant pour notre système judiciaire, sachant que la moyenne est de 78. Nous n'avons que 11,2 juges pour 100 000 habitants. Donc forcément, à partir de ce constat, les parquetiers vont avoir tendance à favoriser des procédures peu complexes, peu chronophages et surtout où le préjudice est facilement compréhensible pour que le parquet puisse aboutir à des condamnations. Il est totalement logique qu'un service de justice ayant peu de moyens et surtout peu de temps préfère favoriser des procédures ayant des succès de condamnation plutôt qu'une procédure complexe et soumise à un temps d'audiencement long qui pourrait déboucher sur une relaxe. Enfin, il faut ajouter à cela que lorsqu'il y a une condamnation, le responsable de l'infraction est rarement enquêté dans les faits. Pour reprendre mon exemple, là je viens de clôturer mon PV, mais avant la clôture de mon PV, j'ai convoqué le représentant de la société portugaise. Il ne s'est jamais présenté au service de l'inspection du travail et je pense qu'au moment de l'audience, il ne viendra pas à l'audience. Donc on a quand même avec une infraction commise sans avoir l'auteur principal de cette dernière pour répondre de ces actes. Donc il reste la solution d'engager la responsabilité des donneurs d'ordre afin que le préjudice soit réparé à partir du recours sciemment. Cependant, la notion du recours sciemment peut être mal comprise par les juges. En effet, l'absence de vérification par le donneur d'ordre de son sous-traitant au regard de la réglementation au droit du travail peut être insuffisante pour constituer l'élément intentionnel de l'infraction pénale. Par exemple, le fait de contracter avec une société étrangère sur 5 ans, pour certains, ce n'est pas constitutif d'une intention de recours sciemment avec une société étrangère. Pour certains, on est plus avec une relation commerciale loyale et continue. Encore une fois, il est nécessaire de ne pas faire l'économie de la pédagogie en tant que corps de contrôle et technicien du droit du travail lors des audiences. Et les pistes d'amélioration pourraient être de sensibiliser plus les magistrats sur les questions de fraude sociale importantes et peut-être développer des formations en ce sens, notamment comme ce qui avait pu se faire avec le développement il y a une dizaine d'années sur la traite des êtres humains, où aujourd'hui c'est devenu un sujet qui est assez pris en compte, en tout cas par les parquetiers. Voire même rêver d'un parquet spécialisé sur les fraudes sociales, comme avaient pu le proposer certains candidats en 2017. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement pour donner du cœur à l'ouvrage aux jeunes collègues. Dans mes recherches, j'ai trouvé
un extrait du rapport sur l'application de la Convention numéro 81 de l'OIT pour les années 1955 et 1956. Voilà ce qui était écrit par l'administration centrale à l'époque. Les inspecteurs préfèrent user de contraintes morales, de persuasion pour obtenir le respect de la réglementation plutôt que de poursuivre systématiquement, dès leur constatation, toutes les infractions qui risquent d'ailleurs de n'être pas suffisamment sanctionnées. Les inspecteurs signalent en effet qu'au cours des années 55-56, les circonstances atténuantes ont été souvent admises par les juges et que les amendes infligées ont correspondu rarement au taux maximum, plus fréquemment au taux moyen ou au taux minimum. Bref, ce qui vous a été décrit, c'est un cadeau. Malheureusement, c'est un facteur structurel et comme vous avez eu la grande honnêteté de le dire, de l'exposer, la situation du parquet, en plus dans le département dans lequel vous vous trouvez en Seine-Saint-Denis, est telle que dans l'ordre des priorités, malheureusement, les fraudes sociales, de manière générique, ne sont pas traitées comme elles le devraient. À cela s'ajoutent des facteurs sur lesquels que vous allez découvrir, c'est qu'effectivement, il y a la distance culturelle, la distance sociale, le fait que les magistrats, parquets ou sièges, c'est comme ça, ne connaissent mal la réalité du travail, surtout dans les chantiers qui ressemblent plutôt quand même à des jungles. C'est pour ces constats-là, ils sont toujours d'actualité, mais ils ont été démultipliés par 10, par un facteur 100 peut-être, par la PSI. La PSI est un système, alors pour reprendre les canons du Conseil d'État, je ne sais pas s'il a pour objet de frauder, mais il le permet. C'est un système intrinsèquement fraudogène. Et à partir d'un certain moment, quand vous faites le constat, avec des recours, là, vous avez écrit succinctement, mais pour ceux que ça intéresse, de retracer la bataille qui a été menée devant la CJUE, puis devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, pour reconnaître que le fameux formulaire A120 qui est délivré à un employeur parce qu'il a immatriculé pour une entreprise portugaise ses salariés au régime de la sécurité sociale de Malte, c'est un système qui, lorsqu'on se refuse à le modifier, peut être caractérisé comme un système ayant pour finalité de favoriser la fraude. Car les difficultés auxquelles les anciens étaient confrontés avec la sous-traitance, donneur d'ordre, 3e, 4e rang, sont, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, démultipliés par la difficulté ne serait-ce que de trouver l'employeur. Et quand vous l'avez trouvé, encore faut-il lui mettre, entre guillemets, juridiquement la main dessus. Et ensuite physiquement. Donc, ce constat-là, un peu désespérant sur l'inefficacité du droit pénal, sauf dans certaines circonstances, lesquelles? Le plus fréquemment, un accident mortel. Mais je ne sais pas si Françoise a eu la possibilité de mettre dans le dossier un extrait très bien fait du Parisien, il y a une semaine, sur une audience... Ça n'a pas été possible, malheureusement, mais oui, c'est un très bon papier. Une audience à la suite du décès de deux ouvriers qui avaient été recrutés le jour même. La difficulté, alors on ne connaît pas la décision judiciaire, mais la difficulté, bien évidemment, c'est d'identifier qui était l'employeur. Et le maître d'ouvrage se lavant les mains en disant « mais moi, je ne le connaissais pas ». Et la personne pour laquelle travaillaient ces deux salariés qui travaillaient sur un échafaudage qui s'est effondré, je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas quel était leur employeur. Donc en termes d'inefficacité ou d'ineffectivité, les deux se combinent, les difficultés se sont accrues. Alors face à cela, d'excellentes revues dans leurs éditoriaux vous conseillent de lire Sun Tzu et L'Art de la guerre. Je pense que dans de telles situations, il faut apprécier, mais ce n'est pas une critique vis-à-vis des collègues parce que leur situation est difficile. Il faut apprécier quelle est l'arme la plus appropriée. Et il faut développer ce que les militaires appellent l'art opératif. C'est de saisir des occasions. De manière cynique, c'est vrai. Il y a les accidents mortels, mais qui ne garantissent pas une condamnation à la hauteur des faits. Mais dans la mesure du possible, s'il y a constitution de partie civile, s'il y a accident mortel, on a plus de chances, entre guillemets, que la procédure aille à son terme. La deuxième situation, qui a été vécue en région parisienne il y a 3-4 ans, c'est un accident du travail non mortel de salariés en situation irrégulière. Et là, il y a une confédération syndicale, la CGT, qui intervient et qui prend en charge le dossier,
qui intervient auprès de toutes les autorités, notamment l'autorité préfectorale, pour obtenir une régularisation d'une partie des travailleurs qui n'étaient pas déclarés, avec un relais dans la presse qui fait que tout l'appareil administrativo-politique commence à bouger et qu'il y a des poursuites qui sont engagées. Dans ces circonstances-là, la seule arme qui vous reste, c'est le procès-verbal, et puis d'autres armes, notamment l'action auprès du maître d'ouvrage, et la publicité qui peut lui être faite. Shame on you. En l'espèce, sur le chantier où la CGT était intervenue, c'était une grande compagnie d'assurance. Donc, le syndicat a fait ce qu'il devait faire, et finalement, la discussion s'est menée sur le plan de la régularisation. Alors, bien évidemment, le maître d'ouvrage n'était pas l'employeur, mais il a fait suffisamment d'éléments de pression vis-à-vis de toute la chaîne de sous-traitance pour obtenir, in fine, non seulement la régularisation, c'est-à-dire délivrance des documents justifiant de leur situation sur le territoire, mais également la régularisation sociale complète, auprès notamment des camarades de l'URSSAF qui sont venus rejoindre le mouvement. Ce qui veut dire que dans l'art opératif, il faut qu'on se constitue des alliés. Les services de l'URSSAF, les organisations syndicales, si elles souhaitent s'impliquer dans ce type de dossier. Et bien évidemment, un allié plus ou moins forcé, le maître d'ouvrage, et la réputation qui peut être la sienne. Dans l'art opératif aussi, tirant le bilan dans les années, au milieu des années 2010, sur les limites de l'action répressive par la voie pénale, l'administration centrale s'est efforcée de développer une autre arme répressive par la voie administrative. Alors je ne dis pas que c'est, je dirais, l'arme fatale ou l'arme adaptée à toutes les situations, mais c'était d'élargir la gamme des outils dont dispose le système d'inspection du travail pour agir, et notamment sur le fondement des dispositions qui étaient introduites dans le Code du travail, lorsque l'inspecteur du travail constate, je ne le connais pas par cœur, hein, mais un certain nombre de violations de droits fondamentaux, et j'allais dire basiques, entre guillemets, notamment la durée quotidienne, les durées maximales, le non-respect du salaire minimum, a fortiori si, bien évidemment, tout se fait de manière dissimulée, et qu'il constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. C'est là que vous voyez le lien avec ce que vous avez signalé, c'est-à-dire l'esclavage moderne. On est déjà, vous voyez, on a essayé par la rédaction de ce dispositif d'accrocher, associé au terme dignité, ne figure pas le terme esclavage parce que c'est une autre incrimination, mais cette idée qu'il y a des conditions de travail qui portent atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, et dans ce cas-là, de permettre sous certaines conditions, procès verbal, rapport, et que le chantier soit arrêté. Mon expérience, mais je ne demande pas ce qu'elle soit partagée, c'est que seul l'arrêt des travaux, soit pour un motif tiré de ces éléments que je vous ai énoncés, soit pour un motif de sécurité, est de nature en fait à reconstituer matériellement la chaîne de commandement ou la chaîne de décision sur un chantier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez arrêté, là tout le monde vous appelle. Du préfet, le cabinet du ministre, en disant mais pourquoi vous avez arrêté? Et que là, vous avez, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est systématiquement, mais l'objectif est de créer un rapport de force, puisque pour que le chantier redémarre, il faut une autorisation administrative, de telle manière à ce que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre prennent ses responsabilités vis-à-vis des différents niveaux de sous-traitance. Et parfois, il faut le reconnaître, ils vont eux-mêmes découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne voulaient pas connaître. À savoir le degré de sous-traitance, le fait que sur un chantier, on peut retrouver des personnes qui ont été recrutées le matin même comme des peones au Mexique. Donc, dans l'art opératif, il y a utilisé toutes les armes administratives. Personnellement, nous étions convaincus à l'administration centrale que l'arme pénale suppose, ce qui n'est pas réalisé systématiquement, mais parfois il y a une configuration astrale qui le permet, un travail avec la direction des affaires criminelles et des grâces. Ça ne m'a été donné qu'une seule fois, en raison de la personnalité du directeur, qui avait compris les enjeux et qui avait adressé à ses services, en même temps que la DGT adressait au service de l'inspection, 2 circulaires, une circulaire sur les nouvelles infractions et les circulaires à destination des services sur les sanctions administratives. C'est d'utiliser, par exemple, la procédure de la transaction pénale, qui juridiquement n'aboutit pas à ce que
la personne reconnaisse les faits, mais quand même. Et puis surtout, dans la transaction pénale, elle s'engage à faire un certain nombre de choses. Ensuite, dans l'art opératif, il y a essayer de se faire des alliés au niveau communautaire et au niveau européen, en fonction de la configuration politique. J'ai vécu 2 expériences différentes, une avec l'Espagne, tant que le gouvernement était un gouvernement conservateur, il était extrêmement difficile de travailler avec eux. Alors même que nous montions, avec l'affaire Terra Fecundis, que les Espagnols, le système de sécurité espagnol, était lésé parce qu'il y avait des heures de travail qui n'étaient jamais déclarées. Il a fallu attendre le changement de gouvernement et de majorité pour que les autorités espagnoles, donc la Direction générale du travail en Espagne, en plus les Espagnols ont un gros avantage sur nous, c'est que la DGT espagnole contrôle la sécurité sociale. Donc ils ont des moyens que nous n'avons pas. Mais à partir du moment où ils se sont engagés dans un système de coopération, et notamment de demander par exemple à Terra Fecundis, c'était déjà un premier pas, de payer les cotisations en matière de sécurité sociale en Espagne, le gap, ou le dumping social, ou le dumping fiscal, était un peu moins rémunérateur pour eux. D'autant plus que Terra Fecundis, je me lâche un peu, est un modèle qui montre que d'abord c'est une organisation criminelle, dixit l'OCLTI. Deuxièmement, ils ont une courbe d'apprentissage extrêmement forte. Parfois, je me disais que pour apprendre aux inspecteurs à dénicher les fraudes, il faudrait inviter les fraudeurs à l'École nationale des inspecteurs du travail. Deuxièmement, deuxième expérience aussi enrichissante, c'est la Roumanie, où, pour des raisons peut-être culturelles ou des raisons sociales, l'ambassadeur lui-même, et non pas le consulat, avait pris la tâche de la Direction générale du travail pour nous demander de mettre en place un système d'information lorsque un travailleur roumain était victime soit d'un accident, enfin un accident grave, voire mortel. Pourquoi ? Pour que les ayants droit ou le travailleur lui-même soient remplis de ses droits en Roumanie. Petit progrès, mais quand vous avez, dans le cadre des coopérations, vous recevez des collègues roumains et qu'ils vous disent qu'ils ont, à partir d'un signalement, réussi à régulariser la situation d'une famille dont le chef de famille était mort en France, vous dites, au moins on a fait ça. Après, d'autres situations sont plus complexes avec la Pologne, par exemple, où l'inspection du travail ne dépend pas du pouvoir exécutif, mais du pouvoir législatif. Les collègues de l'inspection du travail polonaise étaient convaincus du bien fondé de nos actions, mais vous pouvez imaginer les difficultés que nous avions à associer les autorités polonaises à l'idée que la lutte contre la PSI n'avait pas pour objet ni de faire une chasse aux Polonais, ni d'entraver le développement économique de la Pologne, mais de faire que les travailleurs polonais soient remplis de leurs droits. Voilà, donc mon mot de conclusion, c'est de la nécessité d'agir à tous les niveaux, le vôtre qui est le plus décisif, le terrain, la mise en place d'unités de contrôle régionalisées. Pourquoi ? Parce que vous imaginez qu'un inspecteur lambda ne peut pas aujourd'hui pouvoir contrôler dans tous les sens du terme et agir sur des décideurs sur, par exemple, les chantiers des Jeux Olympiques. Mais justement, je voulais enchaîner avec les Jeux Olympiques parce que Thomas donc, intervient en Seine-Saint-Denis, le département où va se dérouler les Jeux Olympiques. Vas-y. Oui, alors déjà il y a ça. Moi je voudrais juste préciser un peu. En fait, à l'inspection du travail, on a plusieurs statuts, si je puis dire. On a à la fois une compétence territoriale, mais avec une vision généraliste. Donc aussi bien on peut traiter de la question des résiliations de salariés protégés et faire tout ce qui est problématique d'hygiène sécu et vraiment tout couvrir le droit du travail. Mais ça va être une compétence sur une commune ou une partie de la commune selon le nombre de salariés qu'il y aura. Et ensuite, il y a les unités spécialisées qui sont par exemple l'URACTI, donc ça c'est l'unité dans laquelle je suis, qui est l'unité régionale d'appui et de contrôle au travail illégal. Et en fait, moi je suis compétent que sur la partie 8 et certains articles du code pénal liés au travail forcé et à la TEH. Mais pour rebondir à ce que disait Yves Triou, la coopération communautaire, oui, c'est sûr, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a aussi des politiques économiques de pays. Et moi, quand j'ai auditionné les donneurs d'ordre, ils m'ont ouvertement dit qu'ils étaient allés à des salons de la Chambre des métiers portugaise qui leur proposaient une liste de sous-traitants pour leur chantier en France. Donc il faut aussi parler de ça. Enfin, c'est qu'il y a, faut bien croire à la collaboration entre les administrations du travail européennes, mais il y a aussi le volet économique. Et Terra Fecundis, on est sur un autre cas parce que c'est quand même de la TH et on est sur une organisation criminelle. Donc je pense que l'Espagne avait intérêt.
Mais je ne sais pas si elle va être aussi stricte sur des entreprises espagnoles ou portugaises qui payent leurs cotisations et leurs impôts sur leur territoire et qui respectent d'une certaine manière le droit du travail européen par un respect de normes plus ou moins basiques. Et donc ça c'est quand même le premier point. Et le deuxième point, pour revenir au JO, donc oui, on a cette problématique-là, mais la question des arrêts de chantier, je ne sais pas si les collègues de l'URAC-GC, qui est une autre unité d'appui et de contrôle au grand chantier, pourraient arrêter un chantier au regard de la situation politique. Donc il y a aussi ça, c'est que je suis totalement d'accord qu'il faut faire jouer tous les échelons possibles. Et moi je rajouterais aussi un autre point, c'est les collègues de la BCR et des impôts qui ont aussi un intérêt. C'est que en fait il faut imaginer l'administration comme un peu des tentacules, mais qui ont différentes longueurs. Nous, l'inspection, on est vraiment à court terme, on voit la situation à la fraction, que par exemple les impôts, à la suite de notre PV, vont pouvoir faire un redressement fiscal sur l'année d'après. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger des informations sur notamment des propriétés financières ou de biens dans des sociétés pour comprendre un peu l'environnement économique et financier. Et aujourd'hui, l'inspection, on commence à se transformer comme un peu des super enquêteurs d'un point de vue économique et social. On va au-delà de moi ce que j'avais pu étudier en droit du travail, juste le code, quoi. Là, on va vraiment sur des volets bien plus intéressants, mais aussi bien plus techniques. Mais les JO, ça a été anticipé. Il y a eu des consignes de la Direction générale du travail. Le parquet a été sensibilisé. On vous a, voilà, c'est peut-être. Non, c'est pas. C'est Pierre Amin, c'est pas. C'est plus Yves Triou, mais parce que je suppose qu'il doit y avoir problématique de sous-traitance considérable. Oui, il y a de toute manière. Et que tout le monde le sait. Oui, il y a des problématiques de sous-traitance, et oui, on est sollicité de plus en plus pour contrôler les JO, parce qu'il faut aussi revenir à l'origine du problème, c'est que le BTP est un secteur extrêmement frauduleux. Et qu'à partir du moment où on ne réglementera pas ce secteur-là sur les problématiques de sous-traitance ou autres, je prends par exemple, on prend un collègue ou une collègue qui essaye de faire comprendre les problématiques de plomb, notamment sur Paris, qui est un gros problème en matière de ravalement de façade. Je ne parle pas de Notre-Dame, hein, je parle vraiment des chantiers de plomb sur Paris. Dès qu'on va commencer à annoncer la couleur des chantiers de déplombage, là, ça va tout de suite être problématique. Parce qu'en fait, personne ne pourra se mettre un peu de gras, si je puis dire, dans les épinards, parce que sur le contrat, ils vont faire comment pour pouvoir justifier telle ou telle dépense. Et en fait, ils vont perdre leur intérêt. Parce qu'en fait, le secteur est tellement par le nivellement par le bas qu'en fait, le but, c'est d'obligatoirement essayer de se faire des bénéfices avec le moins de coûts possible. Donc le moins de coûts possible, c'est qui ? C'est les salariés. C'est les salariés, c'est l'échafaudage, c'est le déplombage. Donc on évite tout, on dégraisse. Merci infiniment donc, aux deux intervenantes, deux intervenants, et merci aussi aux discutants. Et puis peut-être qu'on refera, si Pascal en est d'accord, cette séance assez originale. Merci infiniment.